Bonjour et bienvenue sur DMD, Dessine-moi un donjon. Aujourd'hui, un épisode hors les marges pour parler de construction de ville en jeu de rôle. Quand on construit une ville, quand on pense un univers et qu'on a à réfléchir à quoi ressemblent les villes dans cet univers, eh bien, il y a plusieurs erreurs qu'on pourrait éviter facilement avec deux, trois conseils. C'est l'objet de cette vidéo. En 3 points, on va réfléchir à des astuces qui nous permettent d'avoir des villes qui sont cohérentes, qui fonctionnent et qui n'ont pas d'aberration historique. Premier élément à penser dans une construction de ville, le niveau de son développement. Entre une ville paléolithique, une ville moderne, une ville médiévale entre les deux ou une ville futuriste, vous imaginez bien que ça va impacter énormément de choses. Une ville paléolithique, par exemple, eh bien, a des formes de bâtiments très simples, des tentes probablement, qui sont rondes, des yourtes ou des choses de ce genre-là. Elle n'a pas réfléchi aux rues, elle n'a pas réfléchi au tout à l'égout, elle n'a pas l'électricité, c'est évident. Elle n'a pas non plus de plan d'urbanisme, c'est-à-dire que rien n'a été réfléchi à l'avance. Les gens ont posé leurs bâtiments, leurs tentes à ces endroits-là, probablement qu'ils étaient peut-être même nomades avant et qu'ils s'intègrent à cette ville de façon un peu hasardeuse. Et du coup, on a des organisations totalement pas organisées. Voilà. Donc on va répartir nos bâtiments de façon aléatoire. Euh, on va avoir parfois des grands espaces de vide et puis quelques amas qui seront probablement de la même famille, qui s'est organisé autour d'une chose. On va avoir une importance capitale de l'accès à l'eau et à la nourriture, probablement très peu d'autres intérêts que eh bien, la vie au champ, la vie du chasseur-cueilleur et peut-être un lieu de réunion collectif, type la tente du chef, le grand feu ou une place centrale. Et ce sera probablement tout. On va pas avoir la présence de parcs d'agrément, on va pas avoir la présence d'un grand marché, on va pas avoir ou très peu de fortifications. Enfin, voilà. Et à contrario, bah, quand on va évoluer dans le temps, plus on va évoluer, plus on va avoir accès à l'urbanisme, par exemple. Donc l'urbanisme va intégrer les routes, la présence de la gestion des déchets, du tout à l'égout, la rationalisation de l'accès à l'eau et à la nourriture. On va avoir également la forme des bâtiments qui va changer, parce que du coup, on va avoir accès à l'architecture, donc on va avoir des bâtiments peut-être plus carrés, plus grands, peut-être on va avoir accès à un étage, peut-être qu'il y aura des sous-sols, des égouts, peut-être que les bâtiments seront reliés entre eux par des ponts, on va pouvoir traverser peut-être une rivière et du coup se construire sur l'autre rive. Voilà, peut-être que même la ville va être pensée dès le départ plutôt que d'être un amoncellement de petits bouts qui s'ajoutent. Je prends comme exemple, vous voyez la différence entre nos villes européennes par exemple et américaines. Les Européens, très clairement, sont des villes qui sont souvent très anciennes. On a un centre-bourg qui est avec des vieux bâtiments en pierre, des petites ruelles qui sont pas carrées du tout, et petit à petit, avec le temps, du coup, la ville s'étend en cercle, souvent concentrique, ou bien dans une direction uniquement. Mais on peut identifier tout le temps l'âge de la ville avec les quartiers qui ont été construits dans le temps. Donc ça, c'est une chose importante. Est-ce que votre ville est ancienne ou pas? Ça va impacter que elle s'est construite en différents temps et on peut identifier dans la ville ces différents moments. Et plus on va s'étendre, bah, plus ça va être récent. Plus on est au milieu, plus ça va être la zone ancienne de la ville. Aux États-Unis, quand ils sont arrivés, ils ont pensé directement urbanisme. Ils avaient déjà toutes ces notions, accès à l'architecture, accès à l'organisation, et du coup, ils ont construit des villes beaucoup plus carrées. On a des routes qui sont droites, qui se coupent de façon perpendiculaire, tout est rationnel. On a, quand on prend New York par exemple, la zone centrale, le Central Park, qui est l'endroit vert de la ville, et tout autour, en fait, ça s'est organisé avec les quartiers qui sont des blocs vraiment carrés, des grands immeubles sur lesquels chacun peut se mettre sur plusieurs étages. On peut avoir euh, un- une réflexion dès le départ, et quand on prend aussi, par exemple, pas New York, mais Los Angeles, euh, on a
des organisations de ville ne sont pas du tout celles qu'on imagine nous en Europe. Nous en Europe, on a le petit centre historique, c'est souvent celui qui est le plus recherché, le plus cher, le plus noble. Et puis plus on va dans les banlieues, moins c'est riche. Aux États-Unis, le centre est souvent le centre des affaires qui a été pensé pour centraliser tout. Euh, et en fait, plus on est riche, plus on va s'éloigner du centre, avoir sa maison individuelle avec son jardin et beaucoup plus de confort. Et donc ça organise différemment les transports. Vous imaginez bien que aux États-Unis, vu qu'on habite plus loin du centre et qu'on va travailler au centre, eh ben on a des transports qui le matin vont de l'extérieur vers l'intérieur et, euh, et qui en ressortent le soir, peut-être avec des distances importantes, contrairement à des villes comme en Europe où eh bien, on travaille peut-être proche de son domicile. L'organisation se fait peut-être par quartier uniquement. Euh, donc voilà, tout ça, c'est des choses à réfléchir. Enfin, on a aussi l'aspect développement technologique de votre ville. Est-ce que votre ville a suffisamment été développée pour avoir accès aux fortifications, par exemple? Les fortifications ne sont probablement pas présentes sur une ville égyptienne, paléolithique, qu'elles le seront dès l'aspect médiéval et elles vont disparaître au temps moderne. On en aura en revanche toujours des traces sur le centre-ville qui sera peut-être séparé de la ville qui s'est construite plus tard. Par exemple, à Guérande, on a ça. C'est un centre-ville fortifié avec des murs qui sont toujours présents. Et au-delà de ces murs, eh bien, on continue à construire la ville. Euh, Ça va être le premier aspect. Donc, le niveau de développement de votre ville et à quel point ça impacte donc sa construction, donc avec l'accès à l'urbanisme, l'accès à la planification. Le deuxième aspect qui est important à réfléchir, c'est la géographie. Est-ce que votre ville est une ville qui s'est faite en bord de mer? Est-ce qu'elle s'est faite dans les montagnes, dans les plaines? Est-ce qu'elle est proche d'une autre ville ou plutôt éloignée? Est-ce qu'elle est dans un désert? Est-ce qu'elle est sous terre peut-être même? Quand on réfléchit à la géographie, il y a plusieurs aspects à l'intérieur de ça qui vont impacter notre ville. Le premier, et le plus important, c'est l'accès à l'eau. L'accès à l'eau dans une ville, c'est fondamental. Une ville ne peut pas se construire s'il n'y a pas d'eau. Parce que plus il y a d'habitants, plus les besoins en eau sont critiques. Donc même au niveau préhistorique, le regroupement de population se faisait parce qu'il y avait un accès à un lac, un accès à une rivière, un bord de mer. Voilà. L'eau va être fondamentale et partout. C'est pas parce qu'on est sur des villes plus avancées que l'eau n'est pas un point sensible. Regardez nos villes actuelles, les plus grandes villes, Lyon, Paris, Marseille, etc., sont toutes construites autour d'un cours d'eau ou voire même d'un littoral. C'est impossible pour une ville de se développer sans ça. Donc réfléchissez à l'accès à l'eau quand vous pensez votre ville. C'est peut-être un des points les plus fondamentaux comme conseil. Le deuxième aspect du climat, ça va être le froid, les tempêtes, ou la chaleur à l'inverse. Vous imaginez bien qu'entre une ville où il neige tout le temps, comme au Canada par exemple, euh, ou en Norvège, et une ville du Maghreb qui a accès au contraire à des fortes chaleurs, des moments de canicule réguliers, etc., la ville ne va pas s'être organisée de la même façon. Quand il fait froid, on a besoin d'être plus isolé. On a du coup des toits qui sont peut-être qui doivent pas retenir la neige, donc peut-être un peu plus pentus. Contrairement au Maghreb, où on a des toits qui sont plats. On a des maisons qui sont peut-être plus proches les unes des autres au Maghreb, parce qu'il faut qu'on fasse des petites rues dans lesquelles l'ombre est accessible. Peut-être qu'on a des zones aussi dans la ville de repos qui sont pas comme en France, des grands parcs à l'air libre où on va profiter du soleil allongé dans l'herbe. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que dès qu'il y a un brin d'ombre, on va l'optimiser. Donc s'il y a un arbre, il va être préservé. On va construire des préaux, peut-être des kiosques sur lesquels on va pouvoir être ombragé. On va valoriser toute source de rafraîchissement. Donc dès qu'il y a de la végétation, ça va devenir l'endroit où on se réunit.
tous les étals sur les marchés vont être protégés par une toile. Euh, voilà, ça va être important. Les maisons en elles-mêmes vont être très aérées, peut-être qu'elles vont être avec des petites fenêtres. C'est pareil pour quand il va faire très froid, les maisons dans les zones très difficiles, ben, optimisent l'orientation au soleil pour essayer d'avoir la chaleur du soleil qui les réchauffe. Euh, les maisons qui ont accès au froid sont aussi plus solides parce que potentiellement, eh ben, la terre va geler, donc ce ne sera pas des maisons en terre, ce sera des maisons en bois. Et enfin, on peut penser aussi à l'utilisation du terrain. Si on est dans une zone montagneuse, par exemple, vous imaginez bien qu'on va devoir optimiser l'accès à, à n'importe quelle parcelle plate. Sûrement que du coup, les maisons seront plus disparates, elles ne sont pas organisées de façon très dense, parce qu'en fait, ben, il y a l'élévation du terrain qui empêche qu'on se mette à tel ou tel endroit. Il y aura probablement du coup une importance de la hauteur. Peut-être plus on est haut, plus on est protégé, donc plus on est riche. Peut-être que il y en a qui sont plus isolés que d'autres. Qui sera isolé dans la montagne. Peut-être qu'on a même construit les maisons dans la falaise en optimisant complètement le terrain, en creusant des grottes, des galeries, et on a des maisons plus d'aspect troglodyte. Inversement, si on est en bord de mer, vous imaginez bien que votre ville s'est construite autour de cet accès à l'eau, et du coup elle réfléchit à ce qui se passe ailleurs de cette étendue. Donc elle va avoir envoyé des bateaux, la plupart des gens sont probablement des pêcheurs. Il y aura sûrement un accès très important, un va-et-vient très important dans la ville parce qu'il y aura des bateaux qui arriveront, qui repartiront. Ce sera probablement une zone plus commerciale. Euh, donc le terrain va impacter énormément la forme de votre ville. Et enfin, le troisième point, ça va être le centre d'intérêt de la ville. Pourquoi on a construit cette ville? Est-ce que c'est une ville, par exemple, religieuse? Dans ce cas-là, elle va être centrée sur l'église, la mosquée, le bâtiment en fait qui va réunir peut-être quotidiennement bah, ses adeptes. Et dans ce cas-là, bah, on aura des villes comme ce qu'on a en France, dans nos petits villages, où l'église est au centre, avec la place devant, et elle sonne toutes les heures pour dire à tout le monde que quelque chose se passe. Euh, Peut-être que les quartiers dans une plus grande ville sont identifiés par leur religion. On va avoir le quartier chrétien, le quartier musulman, le quartier juif, le quartier, etc., etc. Adapter ça à votre univers, si c'est pas chrétien, musulman, etc., bah, ce sera peut-être telle religion, telle religion, telle religion, mais qui aura peut-être organisé son quartier autour de cet aspect, si c'est l'aspect important de votre ville. Si c'est une ville plus ou moins développée, on aura des bâtiments religieux plus ou moins grands aussi. Euh, on passe de la simple église dans un petit village à une cathédrale sur une ville plus importante. Euh, Regardez Paris avec Notre-Dame de Paris, très clairement, cette ville était centrée sur son église qui est au milieu sur l'île. C'était un des bâtiments les plus anciens, majestueux, immense. Euh, donc voilà, ça a impacté la façon de construire la ville. Peut-être que le centre de l'intérêt principal, c'est le marché, les échanges. À ce moment-là, la ville va être organisée autour de sa place. Il va y avoir des marchés quotidiens, peut-être un souk ou une halle ou quelque chose qui fait les échanges. En conséquence, il y aura aussi beaucoup de passages, ce qui veut dire aussi des plus grandes routes pour laisser passer des calèches ou des bâtiments, des camions ou des vaisseaux de transport. Peut-être que le marché se fait autour de l'accès à l'eau. Peut-être que c'est un port et du coup il y a des bâtiments maritimes qui arrivent et qui déversent leur pêche du jour ou leurs échanges avec des containers ou ce genre de choses. Si c'est le commerce qui fait l'intérêt de votre ville, pensez que derrière, il y aura plus de passages, il y aura besoin de grands accès, euh, il y aura un aller-retour constant et beaucoup de gens, ça va grouiller un peu plus et
probablement que du coup la place centrale, ce sera non pas une église, mais ce sera une place de marché, un souk ou quelque chose de ce genre-là. Peut-être que c'est une ville fortifiée, une ville militaire. Dans ce cas-là, dans cette ville, on va organiser tout sur la protection des habitants. Il y aura peut-être des remparts, il y aura peut-être l'importance d'un donjon ou d'une garnison. Probablement qu'il y a peut-être des couvre-feux ou que chacun a une arme dans son salon. Peut-être que, il y a des tours de garde qui sont organisés. Peut-être que l'accès aux portes est très très surveillé. Dans ce cas-là, il y a seulement une élite qui est protégée, et puis l'autre qui est resté à l'écart de la fortification. Peut-être qu'il y a des douves qui encerclent la ville, mais à ce moment-là, quand on n'est pas en temps de guerre, qu'est-ce qu'on fait de sous ces bâtiments? Est-ce qu'il y a autant euh, de militaires? Est-ce que les douves sont remplies, utilisées pour autre chose? Est-ce que il y a tout autant de patrouilles? Voilà. Réfléchissez, si c'est une ville fortifiée, à quel point la menace est présente. Euh, enfin, ça peut peut-être être une ville de loisirs, on va dire, comme une ville qui s'organise autour de grands parcs, une ville autour d'une curiosité peut-être architecturale ou d'une curiosité naturelle, qui fait que l'on s'est centré autour. Peut-être qu'il y a un grand cratère qui attire beaucoup de touristes. Peut-être que c'est un parc qui a été construit et qui est très apprécié parce qu'il a des grands jardins comme à Versailles. Peut-être qu'il y a un château qui donne envie de voir parce qu'il y a une famille noble à cet endroit-là. Voilà, ça aussi, ça va impacter la forme de la ville, parce que du coup, les gens qui vont venir seront des gens plutôt riches, vont être probablement des gens qui sont cultivés. Il va du coup y avoir des musées, des théâtres, des activités euh, de loisirs en fait, qui vont ponctuer votre ville. Il va y avoir des restaurants, il va y avoir de quoi passer du bon temps, ce qui ne va pas être le cas dans une ville fortifiée, par exemple, qui est centrée sur la guerre. On n'a pas le temps d'aller au restaurant si on est sur une frontière militaire. Euh, Tout ça va impacter du coup la forme de votre ville. Pensez-y, petit résumé. Pensez au niveau de développement de votre ville. Pensez à la position géographique et à l'accès à l'eau. Et pensez à la raison pour laquelle cette ville s'est développée. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous conseille un article qui est sorti sur PTG-PTB qui s'appelle Urbanisme en jeu de rôle, les bases. C'est de là dont je tire la plupart de mes conseils du jour. Le lien est en description de la vidéo. Merci.